Bonjour, bienvenue et merci de votre présence pour ce thème annuel « Répondre à l'appel de la paix sur Terre ». La paix appelle, et parce qu'elle appelle, nous sommes invités à nous rendre au rendez-vous. La paix appelle, et elle attend notre réponse. Sommes-nous absents pour quelque indisponibilité, ou sommes-nous de celles et de ceux qui, ayant reçu l'invitation, répondent présents, répondent oui, nous sommes là. Nous avons vu en quoi répondre à l'appel de la paix nous demande de nous libérer les uns les autres de nos liens d'attachement qui font entrave à la liberté d'être, afin de servir, détachés de nos intérêts personnels, l'avancée de l'humanité sur le chemin de la vérité, car où règne la vérité, règne la paix. Mais qu'est-ce que la paix ? Dans un contexte aussi global que possible, nous pourrions dire de la présence de la paix qu'elle rend visible l'ordre d'un système dont la beauté des relations entre les différents éléments du tout témoigne d'un mouvement global harmonieux. Que ce soit le mouvement de notre système solaire, répondant d'une cyclicité dans sa révolution autour d'un plus grand soleil, du mouvement des planètes autour de notre étoile centrale, ou de la beauté du vivant présent sur la Terre, dont les habitants des différents règnes, de par leur présence et leur interdépendance, témoignent de la beauté de la vie de ce grand tout dans lequel nous sommes. Pour ainsi dire, nous pourrions envisager la paix comme le souffle créateur de l'univers qui, du macrocosme au microcosme, pousse tout en avant, selon un ordre, un mouvement, une organisation, inspirant entre autres les pensées les plus élevées des penseurs de l'humanité. Mais derrière cet ordre dont nous sommes témoins, de quoi est-il question ? La science nous dit aujourd'hui que tout est énergie, et l'ésotérisme que toute énergie est conscience en mouvement. Derrière cet ordre apparent, il s'agit alors de qualité d'énergie, ou conscience en mouvement, émanant d'une seule vie. Ces rayons de lumière, d'énergie, par leur conscience active, poussent toute entité qui habite en leur sein à évoluer en conscience afin que chaque organe et chaque cellule, du plus grand au plus petit, en soit récipiendaire et relais. Par ailleurs, il nous est également dit que la qualité de la conscience à l'origine de notre système solaire est amour. Ainsi, toutes les énergies extrasystémiques du zodiaque qui nous parviennent sont alors teintées et relayées au sein de notre système solaire par ce rayon d'énergie d'amour qui abreuve de sa volonté d'unité et de son pouvoir d'unité toutes les vies qui l'abritent. Ainsi, toutes les planètes de notre système solaire, qui sont elles-mêmes des relais d'énergie, concourent au dessein de cette volonté centrale, dont le but est d'amener chaque cellule à vibrer au diapason de l'état de conscience de l'amour universel. Si certaines planètes sont plus avancées que d'autres sur ce chemin, notamment les planètes sacrées, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une seule et même unité en mouvement, où chaque entité planétaire concourt à l'avènement du but commun. La Terre n'est pas une planète dite sacrée. Et nous avons sur cette planète la particularité de nous enraciner dans les formes concrètes les plus denses du système solaire, formes dont nous sommes responsables de raffiner la matière, en apprenant à vibrer à la vitesse de la lumière supérieure. Ainsi, toute entité, à quelque niveau que ce soit, est imprégnée et dirigée par la volonté d'amour du tout au sein duquel nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous allons voir en quoi, si nous connaissons l'amour sur un certain degré vibratoire, rejoindre un état de conscience plus subtil et plus inclusif afin d'en être relais, nécessite de s'offrir à l'inconnu qui surgit, qui est le thème de notre rencontre d'aujourd'hui. Dans un premier temps, nous pourrions nous demander qu'est-ce que l'inconnu ? Nous pourrions alors considérer que l'inconnu est au-delà de l'ici et maintenant, qu'il gît au-delà de nos connaissances actuelles, qu'il nous parle d'un potentiel de nouveauté, de changement, voire de dépaysement. Ainsi, l'inconnu nous est préexistant, et en tant que tel, il est le moteur qui nous pousse à sortir du connu. Car si le connu n'est pas à rejeter, car il est le socle à partir duquel explorer l'inconnu, celui-ci devient enfermement
lorsque nous lui sommes attachés. Ainsi, l'inconnu peut être une invitation à sortir de nos habitudes. Et l'envie de changement se dote alors d'une nouvelle apparence, d'une nouvelle forme, qui vient traduire le goût d'un renouveau. D'un point de vue très factuel, cela peut être sortir de nos habitudes alimentaires, vestimentaires. On peut également choisir de déménager, de changer de travail, de partenaire, et chercher régulièrement de nouvelles formes qui témoigneront, semble-t-il, d'un renouveau. À un autre niveau, ce peut être essayer autre chose, tenter de nouvelles expériences, pour faire ce qu'on n'avait jamais fait ou osé faire avant, voire tenter et trouver des solutions alternatives à des problèmes récurrents. C'est ainsi que l'inconnu dirige nos différentes recréations de formes. Mais d'un autre point de vue, et au-delà du désir d'un changement de forme et de vivre de nouvelles expériences, l'inconnu nous parle aussi de ce qui nous est inconscient. Il ne s'agit alors plus d'être dirigé par le désir d'entendre, de toucher, voir, goûter, sentir du neuf dans le monde extérieur, mais de découvrir ce que nous ignorons de nous-mêmes. Ainsi, l'inconnu est à portée de conscience et ne peut alors être accueilli et découvert que par notre acceptation d'éveiller notre sensibilité à l'inconscient. Considérant que notre conscience évolue au rythme de nos reconnaissances, dans ce contexte, se donner à l'inconnu nécessite une réorientation mentale vers le monde invisible des causes abstraites. Et chemin faisant, observer que chacune de nos reconnaissances qui trace un pont invisible entre l'inconscient et le conscient allège en laissant passer un peu plus de lumière à travers le monde visible, participant ainsi à la régénération du système dans lequel nous sommes. Pour ainsi dire, en tant qu'humanité, nous sommes un maillon de l'union universelle. Et si les règnes subhumains développent leur sensibilité sur les plans de l'existence pour cheminer vers la conscience de soi, l'humanité, quant à elle, a à affiner et réorienter sa sensibilité en direction des causes subtiles, car c'est depuis cet arrière-plan des apparences qu'œuvre, à travers le monde des formes, l'amour en tant que conscience universelle dont nous sommes amenés à être en tant qu'humanité le relais sur Terre. L'amour, en tant que point de départ, que nous pourrions appeler point zéro, est celui qui contient tous les potentiels et qui est à l'origine de toutes les qualités et myriades de formes qui l'amènent à l'existence. Ainsi, en mathématiques, le zéro est le point de neutralité qui précède la naissance des nombres positifs et des nombres négatifs. En physique quantique, l'énergie du point zéro est connue sous le nom d'énergie du vide, que l'on trouve partout et qui persiste à toutes conditions. D'un point de vue de la conscience, il s'agit d'un point de neutralité dynamique, simultanément expansif et inclusif, qui rend nul ce qui s'oppose en créant une synthèse fluide. Ainsi, nous pouvons interpréter l'intention de s'offrir à l'inconnu sous deux angles de vue. Un premier, qui au cours de l'évolution consiste à avoir le goût du neuf, vivre un nouveau départ, recommencer à zéro pour vivre de nouvelles expériences, et un second, au cours de l'évolution, qui consiste à choisir de s'offrir au point central où les opposés plus-moins s'annulent et se fondent en un, retourner au point de rencontre et d'équilibre entre les forces contraires qui s'affrontent à l'intérieur de chaque être. Facile à dire, mais qu'en est-il du chemin ? Alice Bailey nous dit que l'innocuité est l'expression de la vie de celui qui réalise l'unité de l'être, qui vit consciemment comme âme, dont la nature est amour, dont la méthode inclut tout et pour qui toutes les formes sont pareilles parce que toutes voilent et cachent la lumière et ne sont que l'extériorisation du seul être infini. Elle poursuit en nous disant « Laissez l'esprit de paix utiliser la nature inférieure en tant qu'instrument et il y aura la paix et l'harmonie dans le champ du service personnel. » Ceci dit, comme nous l'avons vu dans d'autres audios, tout au long de l'involution, l'âme a pour but de se construire un outil de travail le plus adapté qui soit une personnalité bien construite, bien coordonnée, avec un mental bien développé et un intellect puissant.
ainsi que ce soit pour l'humanité en tant qu'unité, ou les myriades de ces cellules humaines, il s'agit d'utiliser le mental pour élaborer des plans, des stratégies, organiser, gérer des ressources, ce qui témoigne alors de l'avènement du but de conscience prévu par l'âme, une forte personnalité bien consciente d'elle-même. Mais parvenir à ce moi conscient de lui-même nécessite de se départir de l'ensemble, ce qui engendre le sentiment de séparation et l'illusion de relations asymétriques. Dès lors, pour retourner au point zéro, il s'agira pour l'humanité en tant qu'entité soit consciente, tout comme pour chacun d'entre nous, de renoncer à l'usage du mental à des fins de contrôle et de domination, et ainsi renoncer à l'illusion de supériorité et d'infériorité. Car celle-ci, aussi masquée soit-elle, lorsque de bonne foi nous désirons l'égalité entre tous les êtres, n'en demeure pas moins une entrave à la paix de l'amour. Elle se loge en tout individu qui se croit différent de la masse de l'humanité, ou qui cherche à l'être, comme en toute personne qui se vit séparée du cosmos, de la nature, ou de personnes aimées, ainsi qu'en tout individu, avançant quelque peu sur le chemin de la connaissance, quel qu'en soit le domaine, qui se considère comme la source abreuvant des ignorants, ou qui s'estime au-dessus ou en dessous de tout, et qui par conséquence fait œuvre de séparatisme. Pour s'offrir au point de neutralité, c'est-à-dire parvenir à l'impersonnalité de l'âme, il s'agit de reconnaître avec clarté que le schéma relationnel dominant-dominé prend racine dans l'importance que nous nous accordons et entretient l'illusion de relations discordantes. Seul un examen honnête de soi-même permettra d'identifier avec justesse ses penchants séparatistes et d'y remédier, si telle est l'intention, pour cheminer en conscience vers l'innocuité et ainsi cesser d'alimenter les causes qui engendrent les guerres et nourrissent les souffrances terriennes. Ainsi, lorsque nous avons consciemment pris l'engagement intérieur de servir le bien, nous acceptons, de reconnaissance en reconnaissance, de renoncer aux forces qui nous maintiennent captifs de nos idéaux, et par ambition et soif de pouvoir, nous empêchent d'être honnêtes avec soi-même et avec les autres. Comme l'innocuité nous conduit à cesser de penser le mal, nous pouvons ici donner quelques pistes de réflexion qui permettront peut-être de reconnaître de quelle manière, par un mauvais usage du mental, nous sommes nocifs. Considérant ici significativement qu'il ne s'agit pas de contrôler ces imperfections, mais de choisir librement de s'émanciper de sentiments de fusion ou de désunion. Si le mental universel sépare, en différents degrés de conscience, le chemin de son évolution, au niveau de l'humain égocentrique, le mental divise et donne naissance à la critique, qui peut sans doute être considérée au sein de l'humanité actuelle comme le mal le plus puissant. Ainsi, la critique d'autrui, de soi-même, d'un groupe ou d'un gouvernement entretient les conflits destructeurs, car celle-ci va de pair avec le jugement qui porte en lui la violence de l'ambition de vouloir dominer. En effet, lorsque nous critiquons ou félicitons, nous nous plaçons en juge et ainsi en autorité supérieure, ayant le pouvoir de valoriser ou dévaloriser l'autre dans sa dignité d'être, alors que l'amour nous engage à reconnaître et servir la volonté de bien de l'être au-delà de ses actions dans l'espace-temps. Il en est de même lorsque nous considérons que nous sommes tolérants. Car qu'est-ce que la tolérance, si ce n'est la domination de celle ou de celui qui s'octroie le pouvoir de ne pas interdire ou exiger alors qu'il considère qu'il en aurait le pouvoir? Si nous reconnaissons ces attitudes comme nocives, c'est-à-dire n'appartenant pas au point de neutralité dynamique de l'innocuité, certaines moins visibles nous tiennent également à distance les uns des autres. Il en est ainsi de l'art de tout tourner en dérision, de la frivolité, de la plainte qui se place en autorité inférieure, mais également de l'attitude qui vise à passer d'un sujet de conversation à un autre pour éviter tout approfondissement, car en restant à la surface des choses, nous évitons toute rencontre avec un inconnu qui reviendrait remettre en question l'autorité de nos habitudes de pensée, ou encore de l'attitude
qui vise à porter toute son attention sur un détail pour l'ériger en absolu, ainsi que toute argumentation visant à convaincre, sous couvert de bonnes intentions, l'auditoire afin qu'il satisfasse mon désir, m'évitant ainsi de m'accorder à la vision globale. De manière plus sournoise, il en est également ainsi lorsque nous sommes dans le rejet de certaines vibrations, choisissant alors celles qui, considérons-nous, font accord avec ce que nous jugeons être juste et bon, sans toujours voir que nous sommes sous l'emprise défensive de notre instance émotionnelle apeurée par la rencontre. Il s'agit ici du rejet qui résulte de l'exclusivité et non de l'élimination par accélération vibratoire résultant d'un état d'amour amplifié. Car si nous questionnons régulièrement la qualité de ce qui vient à nous, étant prêts à nous couper de ce que nous considérons nocif, nous ne nous rendons pas toujours compte combien le mal que nous cherchons à éviter vient de la nature même de nos réactions et de nos pensées. Il ne s'agit pas ici d'une critique, mais d'un examen qui vise à tenter d'identifier les attitudes qui témoignent de l'éloignement vibratoire de notre unité subjective. Mieux identifier l'instance qui inspire l'émergence de nos pensées, paroles, actions, permet, en avançant sur le chemin du retour à l'unité, d'orienter consciemment notre mental à la source d'impression à laquelle nous choisissons de le soumettre. L'amour de l'âme ou sa déclinaison sur le plan émotionnel, l'amour sentimental. Pour ce faire, on peut se poser des questions simples, telles que: quelle est l'intention portée par la pensée dont je suis mentalement le relais? Celle-ci sert-elle le bien? Prend-elle racine dans une vision unitaire? Sert-elle l'intégrité de groupe? Groupe restreint ou élargi? Celle-ci prend-elle racine dans une observation partisane? Nourrit-elle la suspicion, la séparation, la violence, la révolte ou la vengeance? Voici une nouvelle fois la pensée que nous relaie Alice Bailey. L'innocuité apporte la prudence dans le jugement, la réticence dans les paroles, la faculté de freiner toute action impulsive et la suppression de la tendance à la critique. Ainsi, libre passage est livré aux forces de l'amour véritable et aux énergies spirituelles qui conduisent la personnalité à l'action juste. Mais s'engager sur le chemin de l'innocuité nécessite la décision de l'emprunter, en faisant le choix d'une réorientation mentale pour s'engager plus en avant sur la voie de la renonciation librement consentie à la nature inférieure qui divise. Il ne s'agit pas ici de rejeter notre personnalité personnelle, mais de cycle en cycle, s'exposer mentalement à la lumière de l'unité, à laquelle nous faisons égoïstement résistance, et de reconnaissance en reconnaissance, se désidentifier du personnel pour s'identifier à l'impersonnel, afin que la réalité de l'âme domine chacune de nos pensées et que la vérité dirige nos vies. Par inexpérience, l'on pourrait croire que l'innocuité conduit à la fadeur d'une mortelle monotonie, mais il n'en est rien. L'innocuité est la porte qui ouvre à la conscience de groupe. Elle nous engage à découvrir de nouveaux horizons pour témoigner de l'avenir et à chaque époque s'en faire relais pour le diffuser. Ce qui nécessite de mobiliser toute notre attention, notre concentration en direction de l'inconnu en devenir. Car le juste est une marche en avant, non une crispation sur ce qui a été dit ou fait hier. Car l'inconnu est avant tout une vibration à nommer pour en laisser passer la qualité à travers notre existence. Afin que cela ne semble pas trop hors sol, observons quelque peu l'avancée de l'innocuité au travers de groupes d'hommes et de femmes qui choisissent de se réunir puis de s'unir sans autre but que de celui de servir des idées. En 2020, la liste citoyenne Poitiers Collectif s'est distinguée par un fonctionnement de groupe aussi transparent que possible. Le groupe s'est rencontré régulièrement pendant 2 ans. Les réunions étaient ouvertes à tous et à toutes.
Les décisions librement consenties furent prises en public et les programmes votés collectivement en ayant pris le temps de la rencontre, de l'écoute et de la compréhension de chacun et de chacune. Leurs piliers étaient information, échange, consentement et seulement si nécessaire le vote, et dans ce cas l'important étant alors qu'il soit éclairé pour tout le monde. Et c'est seulement en dernier lieu qu'a été choisie la personne qui serait en tête de liste pour les élections municipales. Léonore Monconduit, qui a alors été élue mairesse de la ville de Poitiers, témoigne que lorsque le pouvoir est donné à un individu par un collectif, l'individu est là pour servir les valeurs du groupe. Et par voie de conséquence, celui-ci ne peut être en position de force, de compétition ou porté par quelque ambition de pouvoir personnel. Son engagement étant d'être relais des valeurs du groupe auquel il appartient, en les communiquant au plus grand nombre, considérant que si ce qui est proposé correspond à l'évolution en cours, un vote, un choix sera accompli en conscience afin de servir l'avancée de la société selon une direction reconnue collectivement comme étant la plus ajustée. L'on voit ici que le pouvoir n'est pas un pouvoir d'affirmation personnelle, la hargne d'une gagne contre un partenaire de travail, mais une responsabilité de service. La mairesse actuelle nous partage également que dans cet engagement, l'individu se doit continuellement de vérifier son degré d'adéquation aux valeurs du groupe dont il est représentant, afin de ne pas s'en écarter, auquel cas un autre représentant serait choisi par le groupe pour en être l'intermédiaire sur le plan extérieur. Il s'agit ici d'avancer sur le chemin d'une fraternité pratique et d'un esprit de paix et de bonne volonté qui repose sur l'idée vivante de l'unité dans la diversité. Mais nous pouvons cultiver et reconnaître l'innocuité au cœur de nos relations quotidiennes, car celle-ci ne dépend d'aucun statut social, d'aucune érudition, d'aucune situation économique, ni d'aucune appartenance. Elle est cependant le socle qui permet de discerner le vrai du faux et de ne plus être trompé par le mensonge. En congédiant la critique issue de nos habitudes de pensée réactionnaires, s'effacent les murs qui nous séparaient hier, et la joie de notre adelphité transparaît à travers nos relations ordinaires. Pour conclure, nous pourrions dire que les idées universelles sont des courants d'énergie qui, par l'intermédiaire du mental de l'humanité, atteignent les vies subhumaines qui constituent le contexte énergétique de notre incarnation. Ainsi, plus nous veillerons à l'orientation de notre mental, plus nous choisirons de l'utiliser afin de servir le bien, plus la lumière de la paix rayonnera à travers la planète. En cultivant l'innocuité, la vision globale de la conscience de groupe imprégnera nos pensées quotidiennes. C'est ainsi qu'en tant qu'humanité, nous parviendrons à laisser librement circuler l'énergie spirituelle de la planète au bénéfice de l'évolution de l'ensemble du vivant. L'amour est inclusif, prévoyant et concilie ce qui s'oppose en une réponse nouvelle au bénéfice de l'ensemble. Merci de votre écoute et à bientôt.